Et c'est Zachem, on se retrouve pour le jour numéro 2 du Festival international des Jeux de Cannes 2026. Je suis sur le stand de Léa Édition en compagnie de Didier qui va nous parler de Méga. Bonjour Didier, comment vas-tu? Bonjour Maxime, bah, écoute, je vais comme un matin, quoi, à 2-3 cafés de plus, ça devrait marcher mieux. Ah, ça devrait aller un peu mieux avec quelques cafés de plus parce Ouais, que je t'ai ouais. pris un peu en arrivant de suite sur le Voilà, stand là. J'ai mais même c'est bon. pas, Non, je même pas préfère, laissé on enchaîne. l'honneur de prendre le café du matin en arrivant sur place. Allons-y. En tout cas, merci beaucoup de m'accorder ton temps. L'année dernière, déjà, tu nous avais accordé beaucoup de temps pour nous présenter toute l'exposition des 50 ans du JDR. Et aujourd'hui, on va faire plus un focus sur un de tes jeux, Méga. Est-ce que tu peux nous expliquer Méga, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient? Alors Méga, avant de parler du thème, je veux parler comment il est né, parce qu'en fait, au début des années 80, quand Casus Belli a démarré, Jeux et Stratégie, qui était un hors-série de Science et Vie au départ, qui a tellement marché qu'ils en ont fait un magazine à part, avait sorti dans son numéro 4 un article sur Donjons et Dragons. Et en fait, les gens, ils avaient dit « Oh, ça a l'air intéressant, mais on ne comprend pas bien », même si l'article était assez bien foutu. Et le rédac-chef a une très bonne idée. Il a dit plutôt que d'expliquer les mécanismes du cinéma avec comment marche une caméra et comment marche un projecteur, on va emmener les gens au cinéma. Donc on va sortir un jeu de rôle nous-mêmes. Donc avec Michel Brassine, notre mission, ça a été de créer un jeu de rôle simple pour l'initiation de tous les gens, de tous les lecteurs de jeux et stratégie, qui étaient quand même dans les 180 000 à l'époque. Enfin, les lecteurs, les acheteurs de jeux et Ce qui est stratégie. énorme, 180 000 dans ces années-là en termes de Et nombre de donc en ventes. 84, on a après une bonne année de boulot, on a sorti le premier numéro de Méga. Méga pour Messager Galactique, c'est un petit peu un mélange entre Valérian, les BD de Mézières, pas forcément le film, mais Valérian, Doctor Who, et un petit peu aussi ce qui n'existait pas à l'époque, Star Wars évidemment comme inspiration. Forcément. Ça venait on en était aux 2 ou 3. Et puis un petit peu Men in Black aussi, c'est-à-dire qu'on joue des agents pour une espèce d'agence galactique qui surveille, et qui surveille que la Terre soit pas envahie, mais les agents vont un petit peu partout. Ça nous permettait pour les gens qui aimaient bien la SF, de faire un scénario SF. Pour les gens qui aimaient bien la fantasy, de les envoyer dans un univers parallèle. C'est un jeu d'univers parallèle en fait. C'est pour ça que je parle effectivement comment c'est un peu aussi Sliders, voilà. Mais du coup, ça permet d'ouvrir tous les champs des possibilités parce que du coup, tu peux avoir voilà. du fantastique, de la fantasy, tu peux avoir même de l'horreur potentiellement aussi. Exactement, tu peux tout avoir. Comme c'est un jeu avec une orga derrière, un peu donc effectivement Doctor Who, Star Wars, il y a quelque chose derrière, ça veut dire que c'est un jeu à mission. Donc avec les mêmes personnages, tu les crées une fois et tu les balades effectivement dans tous les univers, Ok. avec les souvenirs du scénario précédent, même si le background n'avait rien à voir. Ok. Voilà, donc premier numéro en 84, ça a tellement bien marché, on en a vendu 60 000 à l'époque. Et c'est pour énorme. ça que je vois encore défiler des gens qui ont démarré avec ça. Le deuxième numéro en 87, Méga 2, qui est le plus fun. Moi j'adore raconter le scénario de Pierre Le Joyeux, on a des tribus zoulous qui ont voyagé depuis l'Afrique du Sud jusqu'en Écosse sur des morceaux de terre qui se sont détachés et qui flottent dans le ciel de leur terre natale pour aller attaquer un grand méchant qui est en Écosse et qui se défend avec des barges antigravité, avec des moteurs à alcool de patate. Voilà. Ça permettait, quand on dit Uchronie, c'est vraiment... Ouais, c'est une uchronie en plus loufoque, c'est c'est ça qui est top, quoi. C'est un jeu, on peut le jouer sérieux, mais honnêtement, il est plus fait pour, entre des grandes campagnes, par exemple, se faire une uchronie qui peut être soit fun, soit une lecture du MJ ou un truc vraiment historique. C'est vraiment de l'Uchronie, mais de l'Uchronie hyper ouverte. Mais du coup, ça se porte bien à faire des one-shots plus particulièrement. Ouais, exactement, voilà. On peut jouer des scénarios courts. Alors, il y a des campagnes, là, justement, après un petit creux, parce que j'ai été méchamment covidé il y a 2 ans. Il y a 2 campagnes qui sont en cours de travail, là, voilà. Ok. En termes de système de jeu, du coup, comment fonctionne Méga? Si on rentre un peu plus dans la mécanique du jeu. Alors, c'est old school. Ok. C'est-à-dire que j'ai toujours, Ta poignée de dés. mes grosses bourses de dés. Voilà. On lance pas mal de dés, c'est joli sur la table. Et c'est un système, comment je me suis inspiré d'un système américain qui s'appelle Cortex. En gros, tu lances 3 dés, voilà, tu as tes caractères principaux, tes talents secondaires et puis des petits trucs plus précis. Et puis, en fonction de chacun, tu choisis un dé, tu lances les 3 dés. C'est contre une table de difficulté. Ok. Et puis, par contre, ce que j'ai fait
Donc, pour les gens qui y ont joué autrefois, une fois passé les premières 5 minutes, de voir sur la fiche de perso, voilà, mon talent, mon domaine, ma carac de base, hop, je lance 3D. C'est relativement rapide et ça me permet aussi d'avoir très vite des marges de réussite qui permettent des tas de petites actions en plus, en bonus, voire même de rejouer toute une scène, ce que je n'ai pas inventé, mais qui au moment où je l'ai sorti n'était pas encore trop courant. D'accord. On voit qu'il y a beaucoup d'ouvrages quand même de la gamme présents. Tu peux nous les présenter un petit peu, savoir ce qu'il existe aujourd'hui pour ceux qui souhaiteraient rentrer dans... C'est la 5e édition de Méga aujourd'hui. C'est la 5e édition, voilà. Alors, il n'y a pas de 4e, puisqu'il y a tout un groupe de fans qui avait fait un Méga 4 sur Internet. Et donc, je leur ai laissé la primeur de la version. Enfin, voilà, Méga 4, c'est leur, Méga. Leur Méga, leur adaptation, etc. Méga 5, c'était un petit peu justement pour aussi jouer des choses pour les gens qui ne sont pas encore dans le domaine, que ça intéresse. Il y a vraiment initiation, enfin, c'est pareil, vous n'avez jamais été MJ, voici une partie guidée, dites ceci, dites cela, vos joueurs disent ceci, disent cela. Donc il y a vraiment un truc très simple. Un premier scénario avec moins de carac dispo, moins de réflexion à aller chercher. Et puis après, le vrai système, qui est peut-être un peu trop explicité d'ailleurs dans le livre de base, parce que j'en ai fait aussi, il y a aussi une version micro-méga qui est vraiment juste 2-3 petits scénarios et puis donc un truc de quelques pages. Et où du coup j'ai condensé. Je trouve que la version micro-méga elle est plus intéressante pour les gens qui débutent complètement. Pour les gens qui débutent complètement le jeu de rôle, hein, pas méga, ouais, vraiment voilà, le jeu de rôle en soi. Exactement. Et là-dedans, il y a ce que on voulait, c'est que de la même manière, les gens qui découvrent le jeu à travers ça, ils aient beaucoup de matière. Donc, il doit y avoir 7 scénarios, encore une fois, dans l'esprit d'origine, scénarios très différents. Depuis le petit scénario avec juste un peu une présence extraterrestre dans un petit coin perdu de la campagne d'Île-de-France, jusqu'à des vrais scénarios uchroniques sur une terre sous Louis XV ou des vrais scénarios de SF. Voilà. Et il y en a un que j'aime bien aussi là-dedans, qui est un truc un peu années 50, quoi, voilà. Années 50 aux États-Unis. Je vois très bien le type d'ambiance que ça peut être du coup. Ouais, on s'amuse bien. Non, une fois, j'ai emmené des joueurs sur une démo, et joueuses, sur une démo qui se passe effectivement sous Louis XV, qui se termine dans un vieux théâtre, vraiment inspiré à 90% d'un vieux théâtre qui a existé. Et il est apparu que 2 joueuses à ma table étaient des étudiantes en théâtre et en histoire. Et du coup, pour elles, être plongées dedans alors qu'elles ne s'y attendaient pas, ça a été une espèce de... je les voyais pétiller. De révélation et surtout en fait fait de raccrocher leur boulot, leur passion. Au final, c'est un métier passion, le théâtre, au jeu de rôle qui était peut-être une découverte pour elles d'un hobby qu'elles ne connaissaient pas du tout. Voilà. Est-ce que alors pour la gamme, il y a le bouquin de base là qu'on est en train de présenter. Tout le background bien détaillé qui est récupéré de Méga 3, puisque alors on va peut-être faire on fait d'abord la gamme. Le bouquin de base avec plein de scénarios, tout ce qu'il faut pour jouer pendant des semaines, des mois, des années, même éventuellement. Micro Méga qui présente l'avantage, même quand on a celui-là, c'est qu'on peut se balader dans le sac. On a 3 petits scénarios très simples. Là aussi, un truc qui se passe sous l'occupation, mais c'est plutôt une histoire d'univers parallèle qui se pointe. Bref. Et ça, du coup, c'est le kit d'initiation qu'on vient d'évoquer juste avant. Qu'on a évoqué, voilà. Et en fait, pas mal de gens le prennent aussi parce que l'avantage, c'est qu'on l'a dans le sac. Ouais. Ça prend pas beaucoup de place. Il y a tout ce qu'il faut. Moi, je vais te confier un secret. J'ai toujours un jeu de rôle dans ma voiture et un dé dans le coffre au cas où il se passe quelque chose. Exactement. On sait jamais. Ça arrive, on sait jamais. Je dirais pas quel jeu parce que sinon, il y en a qui vont se moquer de moi. Mais... Ah d'accord, tu me le diras off. Je te le dirai en off. Voilà. Et puis, donc là, on est plus sur une mini-campagne déjà. Il y a aussi l'écran qui contient 3 gros scénarios. Je ne sais pas de bêtises, parce qu'il y a longtemps que je ne les ai pas comptés. Je joue toujours le même. Bon, bref. L'écran qui est plus fait pour se cacher derrière, parce qu'en fait, on n'a pas tellement besoin. Il y a juste un truc que j'aime bien dans cet écran, c'est la table des PNJ annexes. La table des PNJ annexes, c'est un petit truc assez simple
où j'ai pas à réfléchir. Je t'ai parlé tout à l'heure, on prend son talent, son domaine, voilà, sa caractère de base. Là, il n'y a pas à réfléchir. Tu prends les dés qui sont indiqués. Et y si a ton plus qu'à faire. personnage il est bon, moyen, fort, etc. Et du coup, tu as des profils quand même de persos, genre ils peuvent être médiocres dans la plupart des choses, sauf dans leur spécialité. Et là, tu n'as pas à réfléchir. Regarde, je vais le tourner justement pour qu'on puisse ouais, le montrer à la caméra. Voilà. Voilà, c'est ce petit tableau là, et en fait ça permet d'improviser vraiment des persos ou des beautés. Ce qui est le grand classique, c'est que quand tu inventes un PNJ en fonction de ce que font les joueurs, Bien sûr. ils ne doivent pas le savoir, ils doivent pas savoir si c'est du lard, du cochon, si Bah c'est oui. important ou pas. Et effectivement, quand tu dois l'inventer, parfois tu hésites. Tu as une petite hésitation, les joueurs le sentent, ils disent ouais bon d'accord, c'est pas la peine qu'on perde notre temps avec ce Gugus. Alors que là, t'hésites pas. T'hésites pas et donc si jamais tu sens qu'ils accrochent à ton PNJ à improviser, tu peux le rendre, lui donner de l'étoffe et il sert toujours à rien, mais c'est pas grave, ou au contraire, il va finir par servir à quelque chose. Ça, j'aime bien l'avoir mis sur l'écran parce que c'est vachement pratique. Bah, c'est pratique de toute façon pour un MJ et c'est le genre d'outils qu'on a besoin parce que souvent les écrans, les accessoires, soit ils sont très bien pensés, on a vraiment les outils qu'on a besoin, soit en fait c'est juste du bourrage de règles mis derrière et en fait on s'en sert quasiment jamais, en fait c'est juste pour Voilà. cacher les dés quoi. Voilà, là, il y a Donc quand c'est même, bien d'avoir des outils voilà. utiles. Et puis là, comme il y a une histoire de marge de réussite, mais qui est pas trop dur à calculer, mais c'est encore plus facile qu'elle soit en lecture directe. Et ça te permet quand même de qualifier la réussite parce que tu ne vas pas leur donner gratuitement des tas de bonus ou d'actions supplémentaires dans ce qu'ils viennent de réussir. Mais en fait, ça te permet de doser vraiment, juste, je te dis, jusqu'au fait de rejouer la scène, quoi. Okay. Si tu devais donner un conseil à un MJ qui souhaiterait se lancer dans Méga, ce serait quoi ? À la limite, je dirais le petit bouquin d'initiation et le gros bouquin, parce que finalement, ça permet de jouer énormément de temps, énormément d'univers différents, avec des joueurs potentiels aux profils différents, faire jouer ses parents, faire jouer des gamins, il y a un scénario vraiment orienté gamin. Donc ça permet de faire jouer des tas de gens différents. Et ce qui est intéressant avec Méga, c'est que finalement, ça te pousse à sortir de tes groupes habituels. Ok. Et tu vois ce que je veux dire ? Tu peux tenter de le faire quand tu es MJ, tu es toujours ouvert, mais tout d'un coup, tu te dis, je pourrais faire jouer ces gens-là ce soir, on est chez des amis, mais j'ai pas sur moi ou dans la tête le truc qui va pouvoir les accrocher. Et là, en fait, tu sors les dés, déjà, c'est magique, et puis tu leur mets des petites fiches de perso pas trop compliquées, et puis c'est parti. Merci beaucoup Didier, merci beaucoup pour ton Attends, temps en tout cas. Tu veux évoquer encore quelque chose ? Oui, parce que juste pour la caméra, c'est la... Tu veux parler le travelling, voilà. Parce qu'en fait, c'est un jeu, donc si c'est la version 5, c'est aussi parce que c'est un jeu qui a une histoire. Donc le premier en 84, le deuxième en 87. Ouais. Voilà. Et puis ensuite, finalement, on pensait que c'était juste un jeu d'initiation au départ. Sauf que finalement, il y a beaucoup de gens qui y jouaient et que les MJ nous demandaient plus de background. Donc on a créé plus de background dans un hors-série Casus qui lui date de 92. Ok. Et il y a la version complète avec encore plus de background, plus de scénario et une grande campagne qui est sortie chez Jeux des cartes pour ceux qui se souviennent encore. Le jeu des cartes, voilà. Star Wars D6, on en parlait tout à l'heure. Voilà. Qui est du coup un truc qui a vraiment... alors, la présentation, la maquette à l'époque, c'était une usine à gaz. Mais au niveau du background, là, je m'étais vraiment éclaté avec tous les gens qui avaient collaboré à la rubrique Méga dans Casus Belli depuis 4-5 ans. Il y avait énormément de matière. Et du coup, cette matière, je l'ai replacée. J'allais te poser la question, est-ce que tu as pu la remettre en place pour la 5e édition La 5e édition qui est aussi un genre 40 ans après, où il y a des gros changements dans l'univers qui se sont passés et donc qui changent. Pour ça que ça s'appelle 5e paradigme. Pour boucler. Pour boucler, du coup, la boucle est bouclée. Voilà. Merci beaucoup Didier en tout cas pour ton temps, merci beaucoup de nous avoir présenté Méga. Désolé, je suis bavard. Mais non, mais c'est super intéressant, hein. Tu sais, depuis tout à l'heure je t'écoute, on échange, c'est vraiment très intéressant. Je te souhaite un très bon festival. Merci. Là, c'est le jour 2, il va y avoir un peu plus de monde, on est vendredi, il y a plus de public. C'est demain et après-demain que tu vas jouer pour vous au niveau de la voix là, pour les présentations. J'ai tout ce qu'il faut. T'as tout ce qu'il faut, t'as prévu. Voilà, les machins, les sprays et tout. Ouais. Je suis pareil. Bah, écoute, j'ai l'expérience. Hein. On te souhaite en tout cas un très très beau salon et un très beau fige. Et puis on se retrouve très bientôt. À bientôt. C'était Zachem. Ciao tout le monde. Ciao.